Ils ont mis une brosse de toilette dans la main de ma femme au moment même où les dernières notes de la marche nuptiale s'estompaient dans l'air. J'avais déboursé 150 000 € pour cet après-midi, pour le sourire de mon fils et pour l'honneur de notre nom, mais ce que ma belle-fille a offert en retour n'était qu'un silence humiliant. Marie-Claire se tenait là, appuyée sur sa canne, sa robe de soie tachée, tandis que mon fils détournait le regard comme s'il n'avait jamais eu de mère. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, j'ai simplement souri et pris une décision car tout s'arrêterait ici. Avant que je ne poursuive. Prenez un instant pour vous abonner et laisser un commentaire pour me dire depuis quel pays vous m'écoutez, car votre présence m'aide à continuer de raconter cette histoire avec patience et sincérité. Laissez-moi maintenant revenir à cet après-midi-là, l'instant où tout a commencé à dérailler. Je me tenais à quelques mètres d'eux, assez près pour entendre le claquement sec des talons aiguilles de Valentine sur le sol en marbre du château, mais assez loin pour que personne ne soupçonne mon attention. Les lustres en cristal de la grande salle de réception se reflétaient dans les verres de grands crus classés, rendant chaque détail impeccable, comme une photographie de magazine de prestige. On dit souvent que le soleil couchant sur les vignobles de Saint-Émilion peut masquer toutes les imperfections, mais cet après-midi-là, il ne cachait rien du tout. Valentine n'appelait pas Marie-Claire par son prénom, elle se contentait d'incliner la tête et de baisser la voix, de la même manière qu'on donne des instructions à une employée intérimaire. J'ai vu la main de ma femme se crisper sur sa canne, son genou encore fragile après son opération tremblant imperceptiblement. C'était tout à fait Marie-Claire. Acculée, elle choisissait toujours le silence plutôt que la confrontation, car elle croyait que se taire préservait la paix de notre enfant. Je connaissais bien ces toilettes VIP du domaine puisque c'est moi qui avais signé le contrat de rénovation 6 mois plus tôt à la demande personnelle de Valentine. Carreaux de céramique italienne, vasque en pierre naturelle, un miroir assez grand pour refléter à la fois l'orgueil et l'hypocrisie. Elle avait dit qu'il fallait un standing digne de la famille, mais je n'avais pas demandé de quelle famille elle parlait. Marie-Claire marchait lentement, à petits pas, comme si elle s'excusait auprès du sol de le déranger. Un jeune serveur lui a tendu une paire de gants en caoutchouc et la brosse, en évitant soigneusement son regard. Je comprenais ce sentiment car lorsque les gens savent qu'ils sont témoins d'une injustice mais n'ont pas le courage de l'arrêter, ils préfèrent regarder ailleurs. Je ne l'ai pas suivi, je suis resté là où j'étais, non par indifférence, mais parce que je voulais tout voir jusqu'au bout. C'était mon habitude depuis 40 ans de carrière en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées, quand une structure montre des signes de fissure, on ne se détourne pas, on reste là, on mesure, on observe et on attend de voir comment elle va s'effondrer. De ma place, je voyais Adrien s'appuyer contre une colonne de pierre, une coupe de champagne à la main. Mon fils portait le costume de créateur que j'avais choisi, les boutons de manchette que je lui avais offerts le jour de sa prestation de serment au barreau de Paris. Il a regardé une fois vers les toilettes, une seule fois. Ce regard n'exprimait ni colère, ni compassion. C'était du calcul pur. Il se demandait sans doute si j'interviens maintenant, qu'est-ce qu'il m'en coûtera? Puis il s'est détourné et a souri poliment à un invité de marque. À cet instant, j'ai compris un paradoxe amer. J'avais élevé un fils capable d'analyser parfaitement les risques juridiques. Mais j'avais échoué à lui apprendre comment se tenir du côté du juste. Et le second paradoxe faisait encore plus mal, c'était moi qui payais la scène où ma femme était humiliée. La musique a repris, douce et feutrée, comme pour bercer l'assistance. Les gens continuaient de lever leurs verres et de présenter leurs félicitations. Un vieil ami m'a tapoté l'épaule en disant que ce mariage était la définition même du luxe à la française. J'ai hoché la tête sans préciser que ce luxe venait d'être bâti sur les genoux de ma femme. Quand Marie-Claire est revenue, elle n'a regardé personne. Elle s'est lavé les mains longuement, a frotté sa robe avec soin pour effacer les traces restantes.
Valentine a jeté un bref coup d'œil. Puis a ajusté son voile de dentelle comme si elle venait d'accomplir une tâche. Mineure ne méritant pas un merci. Aucun regret. L'humiliation, lorsqu'elle est pratiquée avec assez de naturel, ne nécessite aucune explication. Marie-Claire s'est tenue à mes côtés et je sentais sa respiration plus lourde que d'habitude. Elle ne pleurait pas, ce qui me faisait plus mal que n'importe quelle larme. Elle a murmuré qu'elle allait bien, qu'il ne fallait pas faire d'esclandre le jour du bonheur de notre fils. J'ai acquiescé en posant ma main sur la sienne. J'ai dit que je comprenais, et c'était vrai. Je comprenais que certaines célébrations sont construites sur l'endurance d'autrui, et que le prix à payer est toujours plus élevé que ce que l'on imagine. J'ai regardé une dernière fois la salle, les fleurs importées, l'orchestre privé, le menu gastronomique que j'avais relu ligne par ligne. Tout fonctionnait comme une machine huilée par l'argent et le silence. Mais je voyais aussi les petites fissures, visibles uniquement pour celui qui se tient à l'écart. Et je savais qu'à partir du moment où Marie-Claire avait été poussée dans ce coin, la machine avait commencé à dévier. J'ai souri, exactement comme on l'attendait de moi, mais personne ne savait qu'à l'intérieur de mon esprit, une porte venait de se fermer sans bruit. Sans annonce, juste une décision froide et précise comme un plan d'exécution final. La fête a continué, les lumières brillaient, mais pour moi, l'essentiel s'était terminé au moment où cette brosse avait touché la main de ma femme. Je n'ai pas quitté la réception immédiatement, je suis resté encore un peu. Comme si mon corps n'avait pas encore accepté la réalité. Marie-Claire s'est assise près d'une fenêtre, posant sa canne contre la coudoir et massant discrètement son genou. Le soleil couchant éclairait son visage, révélant les rides que j'avais appris à connaître durant plus de 30 ans de mariage. Ces marques ne l'avaient jamais rendu faible à mes yeux, mais à ce moment-là, j'ai réalisé une chose douloureuse, je l'avais laissé seul bien trop longtemps. Pas seulement dans ses toilettes, mais au sein même de cette famille. La musique continuait son cours fluide et le maître de cérémonie a commencé à parler d'eux. L'histoire d'amour parfaite des mariés. J'écoutais et je me sentais totalement étranger à ce récit. Je connaissais cette histoire, c'est moi qui avais payé chaque détail pour qu'elle paraisse parfaite sur scène, mais derrière, il y avait des chapitres que personne ne voulait raconter. Je me suis souvenu de l'après-midi où Valentine était venue chez nous pour la première fois. Elle était entrée, avait inspecté le salon et avait demandé si la maison était entièrement payée. J'avais souri à l'époque, pensant qu'elle était simplement jeune et habituée aux chiffres de son milieu. Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas de la curiosité, c'était un inventaire. Quand Adrien avait dit qu'il voulait se marier dans un château près de Bordeaux, je n'avais pas objecté. Valentine avait déclaré sans détour qu'elle ne voulait pas d'une cérémonie banale. Elle m'avait envoyé une liste, le domaine, les fleurs, le vin, l'orchestre, la liste des invités. En bas de page figurait un chiffre. 150 000 €, avec une petite note soulignée stipulant qu'il fallait être à la hauteur du standing. Je n'ai pas demandé de quel standing il s'agissait, j'ai signé le chèque. J'ai prélevé cet argent sur notre fonds de retraite, la part que Marie-Claire et moi avions prévue pour nos vieux jours tranquilles. Je lui avais dit que ce serait la dernière fois que nous ferions un tel geste pour notre enfant, et elle avait accepté car elle a toujours cru que donner était le seul moyen de garder une famille soudée. Ce n'était pas seulement le mariage. Un an plus tôt, Adrien m'avait appelé depuis Paris pour me dire que le marché immobilier offrait une opportunité. Valentine voulait un appartement dans le 16e arrondissement, près de son cabinet, pour soigner leur image sociale. Je l'ai acheté. L'appartement a été mis au nom d'Adrien temporairement pour des raisons administratives. J'avais confiance en mon fils, je croyais que cette confiance serait payée en retour par de la gratitude, ou du moins du respect. Cette confiance n'a pas commencé à se briser à cause de l'argent,
elle s'est brisée à cause de chuchotements. En passant près du jardin à la française où la famille de Valentine était réunie. Je n'ai pas cherché à écouter, mais quand les gens parlent assez fort, la vérité finit toujours par vous trouver. Valentine parlait à sa mère d'un ton léger. Presque enjoué. Elle disait qu'après le mariage, tout rentrerait dans l'ordre. Que les vieux retraités de province avaient rempli leur rôle et qu'il y aurait un moyen de les loger quelque part de moins cher et de plus calme pour qu'ils ne soient plus dans leurs jambes. Elle riait comme si elle parlait de réorganiser le mobilier. Sa mère a acquiescé en s'enquérant du reste de l'argent. Valentine a répondu sans hésiter qu'Adrien comprenait parfaitement la situation et qu'il savait que rester silencieux était le choix le plus intelligent. Je me tenais derrière les haies, sentant un voile se déchirer devant mes yeux. Adrien comprend. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête. J'ai repensé à l'expression de mon fils quand Marie-Claire se dirigeait vers les toilettes. Ce n'était pas de la peur ni de la colère, c'était le visage de quelqu'un habitué à choisir le chemin de moindre résistance pour son propre intérêt. Je ne suis pas sorti pour les affronter, car certaines vérités perdent de leur poids si elles sont exposées trop tôt. Je suis retourné dans la salle de réception. Marie-Claire m'a demandé si j'allais bien et j'ai répondu que nous allions bientôt partir. Elle a semblé surprise mais n'a pas posé de questions. C'est ce que je chérissais le plus chez elle, elle n'avait pas besoin d'explications pour chaque décision, elle avait seulement besoin de savoir que je ne l'abandonnerai pas. Quand l'hôte m'a invité à porter un toast, j'ai refusé en disant que j'étais fatigué. Un homme âgé qui a payé une telle somme a le droit d'être fatigué. Personne ne savait que je refusais simplement de prononcer des mots que je regretterais plus tard. J'ai regardé une dernière fois autour de moi les visages satisfaits et les rires calculés, et j'ai compris une chose simple, j'avais payé pour acheter ma place dans la vie de mon fils, et j'avais payé beaucoup trop cher, pas seulement en argent, mais en années de silence. En aidant Marie-Claire à sortir, elle a serré ma main plus fort que d'habitude. Sa main tremblait. Je savais qu'elle s'efforçait de ne pas gâcher le grand jour, mais je savais aussi que si je ne faisais rien, notre silence deviendrait une permission. Dehors, sur le parking. L'air était plus frais. J'ai installé Marie-Claire dans la voiture, mais je ne suis pas monté tout de suite. J'ai pris une profonde inspiration. Dans mon esprit, tout était devenu clair, les fissures remarquées dans la salle, dans le jardin et dans les yeux de mon fils s'étaient rejointes en une seule ligne de fracture. Je savais que j'allais faire quelque chose qui mettrait fin à beaucoup de choses, mais pour la première fois de la journée, je n'ai pas hésité. Je suis monté dans la voiture et j'ai dit à Marie-Claire d'une voix calme, « Je m'en occupe, tout va changer à partir de maintenant. » Elle est restée silencieuse, fixant la route devant elle. Ce silence n'était pas de la peur. C'était de la confiance, et cette confiance était la raison pour laquelle je ne pouvais plus reculer. J'ai sorti mon téléphone. Mon premier appel a été pour l'agence d'événementiel. J'ai parlé lentement, confirmant le contrat mais précisant que le virement final pour le sol n'aurait pas lieu. Le gérant, surpris, m'a demandé s'il y avait un problème. J'ai répondu que oui, et que cela signifiait que tout devait s'arrêter avant même que le plat principal ne soit servi. J'ai raccroché. Pas de préavis, pas de longues explications. Dans ma carrière, j'avais appris que les décisions les plus lourdes ne nécessitent pas beaucoup de mots. Le deuxième appel a été pour le service de conciergerie de luxe qui devait ramener les mariés dans leur suite. J'ai annulé la prestation. La coordinatrice a demandé s'il y avait une erreur, j'ai répondu que le plan avait changé. Lorsqu'elle a évoqué les frais d'annulation, j'ai dit de m'envoyer la facture. Il y a des prix que je suis prêt à payer tant que ce n'est pas au prix de la dignité de ma femme. Marie-Claire s'est tournée vers moi avec l'inquiétude de celle qui a passé sa vie à penser aux autres, mais j'ai posé ma main sur la sienne en lui assurant que tout irait bien. Mon troisième appel a été pour l'hôtel en Italie,
sur la côte amalfitaine, où leur lune de miel avait été réservée à mon nom. J'ai tout annulé. La réceptionniste a demandé la raison et j'ai simplement dit que le voyage n'était plus d'actualité. À chaque appel, je sentais une porte se fermer, le retrait tranquille de privilèges accordés trop facilement. Enfin, j'ai passé l'appel que je repoussais depuis des années à mon notaire. Je suis allé droit au but, je voulais activer la clause de retour conventionnelle sur les biens transférés temporairement à mon fils, en commençant par l'appartement du 16e arrondissement. J'ai précisé que les circonstances avaient changé. Après un court silence, il a confirmé la procédure comme s'il lisait un vieux plan technique. Cette clause avait été prévue comme une sécurité, et bien que je n'eusse jamais pensé l'utiliser, j'ai réalisé que la vie de famille, comme toute structure, a besoin de mesures de protection. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti une immense fatigue, non pas due à l'âge, mais à une tension accumulée trop longtemps. Marie-Claire a murmuré qu'elle ne voulait pas être la cause d'une rupture entre un père et son fils, mais je lui ai répondu qu'elle n'était pas la cause, elle avait simplement été prise dans une histoire qui n'aurait jamais dû exister. De loin, j'entendais encore la musique du château. J'imaginais les serveurs s'arrêtant, les regards confus, les questions murmurées. Je ne ressentais aucune satisfaction, seulement le sentiment qu'un vieil ordre s'effondrait pour laisser place à quelque chose d'encore informe. Mon téléphone a vibré. C'était le gérant de l'événementiel, puis Adrien. Les appels étaient incessants. Paniqué. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis garé un peu plus loin. Marie-Claire a acquiescé silencieusement quand je lui ai montré l'écran. Quand j'ai finalement décroché, la voix d'Adrien était serrée. Il demandait ce qui se passait, pourquoi les paiements étaient bloqués. Je lui ai dit calmement que si nous voulions discuter, il devait sortir sur le parking. Moins de 5 minutes plus tard, je les ai vus arriver. Adrien marchait vite, suivi de Valentine dont la robe de mariée traînait dans la poussière sans que personne ne s'en soucie plus. Les lumières du château projetaient des ombres irrégulières sur le goudron. Valentine a parlé la première, évoquant l'embarras, les invités et les relations importantes. Sa voix était aiguë, trahissant une peur immédiate, quand l'argent se retire, les mots polis perdent leur assurance. Adrien se tenait là, incapable de choisir son camp. Je n'ai pas argumenté, j'ai simplement dit que j'avais arrêté ce qui était à mon encart. Certaines limites avaient été franchies. Valentine a ri nerveusement, disant que j'exagérais, que c'était un malentendu et que Marie-Claire s'était portée volontaire pour aider. J'ai regardé ma femme qui se tenait plus droite que jamais sur sa canne. Son silence était ma seule réponse. J'ai sorti de la voiture une enveloppe épaisse que j'avais préparée bien avant ce jour. Je ne l'ai pas brandie comme une arme, je l'ai tenue avec le respect qu'on doit aux documents officiels. J'ai dit à Valentine qu'avant de parler d'eux malentendu, elle devrait expliquer certaines choses. J'ai posé l'enveloppe sur le capot. À l'intérieur se trouvaient des preuves, des reçus, des courriels que j'avais rassemblés discrètement. Je savais pour les objets disparus de notre maison, les souvenirs de famille de Marie-Claire, sans grande valeur marchande, mais précieux sentimentalement, vendus en secret. Valentine s'est tue. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse prête. Les chiffres étaient clairs. Les dates de vente correspondaient aux dettes personnelles qu'elle avait cachées. Elle a balbutié que c'était temporaire, qu'elle comptait les racheter. J'ai répondu que certaines choses, une fois vendues, ne nous appartiennent plus. Peu importe les justifications. Je me suis tourné vers Adrien. Je n'ai pas parlé de l'enveloppe, mais de son silence à lui, de ces moments où il avait détourné le regard. Je lui ai dit que je pensais avoir élevé un homme responsable, mais que je m'étais trompé. L'appartement de Paris serait récupéré, non par punition, mais pour mettre fin à une dépendance malsaine. Je lui ai dit qu'à partir de cet instant,
son chemin. Était sa propre responsabilité et que le filet de sécurité que j'avais tendu sous lui n'existait plus. Valentine s'est emportée, m'accusant de détruire leur avenir. Je l'ai regardé droit dans les yeux, un avenir n'est pas détruit par la perte de ce qui ne vous a jamais appartenu, il est seulement mis à nu. Marie-Claire a fait un pas en avant et a simplement dit qu'elle était fatiguée et voulait rentrer. Sa voix était calme, dénuée de rancœur, et ce calme rendait tout argument inutile. J'ai rangé l'enveloppe. J'ai refusé de transformer ce parking en une nouvelle scène de théâtre. En démarrant, j'ai vu Adrien rester immobile, incertain, tandis que Valentine fixait la voiture avec un visage dépouillé de toute assurance. Je n'ai pas ressenti de victoire, seulement le soulagement qu'un secret de famille ait été mis au jour pour arrêter le mal. Dans le rétroviseur, les lumières du domaine disparaissaient dans l'obscurité, et avec elles, une partie de ma vie que j'avais tenté de maintenir à tout prix. Nous avons roulé en silence. Marie-Claire a fini par s'endormir contre la vitre. Nous avons passé la nuit dans un petit hôtel de province, sans luxe, où personne ne nous connaissait. Elle m'a dit qu'elle se sentait plus légère. 2 semaines plus tard, nous nous sommes installés dans un petit village côtier en Bretagne. Ce n'était pas prévu, mais Marie-Claire aimait l'odeur du sel et du vent. Nous avons loué une petite maison face à l'Atlantique, où les vagues arrivent alors sans que personne n'ait à payer pour cela. Nous avons recommencé à vivre à un rythme que nous avions repoussé depuis trop longtemps. Marie-Claire marche sur le sable, un pas après l'autre, pour rééduquer son genou. Je fais le café, je lis le journal face à l'océan, sans aucune obligation mondaine. Avec l'argent économisé, j'ai créé une petite bourse d'études pour les jeunes apprentis du bâtiment de la région, sans plaque ni annonce, juste parce que c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Adrien a appelé. Souvent au début, puis moins fréquemment. Je n'ai pas répondu. Tout de suite pour nous laisser le temps de faire face à la réalité sans que je sois son éternel recours. Un jour, j'ai décroché. La conversation a été brève. Il a admis que les choses étaient plus difficiles qu'il ne le pensait. Je n'ai pas fait de reproches, je n'ai rien promis non plus. J'ai juste dit que si un jour il voulait parler d'homme à homme, ma porte resterait ouverte. Valentine n'a jamais rappelé. Certaines relations s'éteignent d'elles-mêmes quand le socle matériel s'effondre. Un soir, assis sur un banc en bois devant le coucher du soleil, Marie-Claire m'a dit qu'elle ne pensait plus à la robe tachée de ce jour-là. J'ai hoché la tête. Je ne pensais plus à la brosse non plus. Ces souvenirs étaient à leur place, dans le passé. J'ai regardé mon téléphone, vu des appels manqués d'Adrien, et je l'ai éteint. J'ai appris que la paix vient parfois du choix de ne pas agir. Marie-Claire s'est appuyée contre mon épaule et m'a confié que sa plus grande peur avait été de devenir un fardeau. Je lui ai répondu qu'elle n'avait jamais été un fardeau, seuls ceux qui sont incapables de valoriser les autres utilisent de tels mots. Nous sommes restés là longtemps, sans grande conclusion ni morale affichée. À notre âge, la vie n'a pas besoin de slogans, elle a juste besoin de savoir où l'on est et pourquoi on y est. J'ai pensé aux appartements prestigieux et aux châteaux, ces choses que l'on appelle des réussites. Elles comptaient. Mais elles n'étaient plus ma mesure. Je n'avais pas perdu un fils, j'avais cessé de le protéger pour qu'il apprenne enfin à tenir debout. Je n'avais pas retrouvé ma dignité en blessant quelqu'un, j'avais seulement fermé des portes qui avaient été ouvertes par erreur. Marie-Claire a serré ma main pour me dire de rentrer. Car la brise fraîchissait. J'ai souri, et cette fois, mon sourire ne cachait rien. C'était simplement la reconnaissance d'avoir enfin choisi le bon côté.